rassurez-vous, pour chaque grand arbre abattu, on va en planter 10 jeunes. Bizarrement, ça a l'air de satisfaire les gens. On se dit, bon, bah, pourquoi pas, en effet, bon, on arrête de rouspéter. Non, c'est une triple arnaque. C'est une triple arnaque. Une arnaque sur le plan social, d'abord. Parce qu'un vieil arbre, vous voyez, c'est un patrimoine. C'est tous nos souvenirs, c'est la marque géographique de l'enchaînement des quartiers, c'est une borne dans nos mémoires et dans notre ville. C'est un patrimoine. Alors évidemment, ce n'est pas les jeunes arbres qu'on va planter à la place qui peuvent remplacer un patrimoine, ça tout le monde le comprendra. C'est une arnaque économique aussi. Parce que le grand arbre, il n'y avait pas besoin de s'en occuper. Il ne demandait rien à personne. C'est une des merveilles des arbres. C'est leur autosuffisance absolue. Qu'est-ce qu'un arbre demande? Qu'on lui foute la paix. Eh bien, un grand arbre, ce n'était pas compliqué de le laisser tranquille. Écoutez rien à personne. Peut-être un peu l'enlèvement du bois mort, bon, mais ça, c'est pas significatif. Tandis que les jeunes arbres qu'on met à la place, il faut creuser des trous. Il faut mettre de la bonne terre. Il faut acheter les jeunes arbres. Il faut mettre du BRF. Il faut mettre une ligne d'arrosage automatique. Il faut mettre des bâtons pour que l'arbre ne tombe pas quand il y a du vent, etc., etc., etc. Donc ça coûte cher. Et ça coûte cher à qui? Ben à nous, bien sûr. Je trouve pas ça très bien. L'arnaque est également écologique. C'est peut-être la pire. C'est qu'il ne faut pas croire que les 10 jeunes arbres vont remplacer sur le plan écologique le vieil arbre abattu. Ça serait complètement naïf. Vous savez, ce qui compte dans l'épuration atmosphérique dont j'ai parlé, c'est la surface foliaire. C'est-à-dire les feuilles, toutes les feuilles recto-verso. Vous cumulez les surfaces, ça fait des chiffres énormes. Eh bien, les 10 jeunes arbres, ils n'auront atteint cette surface globale que dans 25 ans. À ce moment-là, on pourra dire, oui, ok, les 10 jeunes arbres, à condition qu'ils soient restés vivants entre-temps, on peut estimer qu'ils remplacent l'arbre abattu. Mais 25 ans, ça fait une génération de jeunes urbains qui vivent dans un milieu sans arbres. Et ça, je peux vous dire, c'est pas propice à la méditation. C'est beaucoup plus propice à la violence. Je reviendrai là-dessus. Une pinède, ça donne une impression de bonheur. Et il semble bien que ça soit dû au fait que les aiguilles de pin envoient dans l'atmosphère des ions négatifs. L'inverse, c'est les ions positifs. Les ions positifs, vous les trouvez dans une chambre à coucher pas aérée, et ça, c'est pas une ambiance qui donne beaucoup d'euphorie. D'ailleurs, s'il y a des ions positifs, allez voir sous le lit, vous verrez des moutons. Ça, c'est typique, ça trahit la présence d'ions positifs, et ça explique pourquoi on est plutôt déprimé dans cet environnement-là. Alors, est-ce que les chênes verts sont pointus aussi? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est peut-être plus net dans les pinèdes, d'abord parce qu'il y a généralement que des pins, donc ça fait des millions, des milliards d'aiguilles, mais n'importe quelle feuille ayant une pointe au bout, ou des pointes sur les côtés comme les houes ou les chênes verts. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est un problème physique uniquement. Le problème avec les champignons, vous voyez, c'est qu'il y en a qui sont fondamentalement utiles. Ce sont ces fameux symbiotes qui forment les mycorhizes et qui apportent de l'eau et des éléments minéraux aux arbres. Mais dans les champignons, il y a aussi des pathogènes. Il y a des champignons, tout le monde le sait, parfaitement capables de tuer un arbre en quelques mois. Alors on ne peut pas là non plus mettre tous les champignons dans le même sac. Il y en a qui sont dangereux, en effet. Et dans les tropiques, on a aussi des zones de forêt morte, comme ça. Et on s'aperçoit qu'il y a un champignon pathogène à cet endroit. Les champignons, vous savez, c'est un des groupes les plus gigantesques de... Ben, ça se compte alors là par millions d'espèces, semble-t-il, et on les connaît très très mal. À plus grande échelle, est-ce que vous pensez qu'il faut faire de la gestion forestière, c'est-à-dire couper certains arbres pour permettre à d'autres de se développer, ou est-ce qu'il faut laisser faire comme ça? Et est-ce qu'il y a besoin, comme pour le règne animal, de certains espaces de taille? En forêt naturelle, il faut surtout se mêler de rien du tout.
Alors, effectivement, il y a une compétition entre les arbres, et c'est peut-être pas très moral, mais les plus faibles vont disparaître. Et c'est au profit de l'avenir de la population, qui ne comprendra donc plus que des arbres forts. Donc, de la biodiversité. Mais oui, parce que si des espèces disparaissent parce que des espèces plus fortes... Non, c'est pas des espèces. Non, c'est des arbres qui vont disparaître. Ça met pas en danger l'espèce. Ça met en danger, vous voyez, les arbres faibles. C'est un peu comme les tempêtes. Hein. Évidemment, les propriétaires forestiers, ils sont horrifiés parce que tous leurs arbres sont tombés. Mais qu'est-ce qui est tombé en fait? C'est des arbres qui avaient un système racinaire trop faible ou des arbres qui avaient les fibres trop courtes. Et là, ça a cassé. C'est un peu dur à faire avaler cette pilule-là, mais en réalité, dans l'avenir, c'est très bénéfique pour les populations d'arbres. Parce qu'il ne reste plus que ceux qui sont forts. Ne me faites pas étendre ça à l'espèce humaine, hein, mais dans la nature, c'est comme ça que ça marche. Non, d'accord. Alors, ces plantes-là vont disparaître, mais ce n'est pas les espèces qui vont disparaître. Votre histoire me fait penser à mon premier voyage en Amazonie. C'est l'année où on a ouvert les transamazoniques. Eh bien, les Brésiliens, ils m'ont dit, tu vois, on enrichit la biodiversité. Parce que à la flore forestière, on rajoute la flore des routes. Je vous laisse voir où est-ce qu'on en est maintenant. Non, je crois qu'il faut les laisser tranquilles, ces arbres-là. Ça fera disparaître sans doute quelques fleurettes, mais pas disparaître, elles iront ailleurs. C'est des plantes très mobiles. Madame. C'est une question d'échelle. Moi, je travaille dans les forêts équatoriales. Vous êtes dans le sous-bois. Je parle de forêts primaires qui n'ont jamais... Est-ce que vous pouvez ramener ça à nous, Sébastien? Je vais le faire. Laissez-moi parler d'abord de ce que je connais. Quand vous êtes dans le sous-bois, une forêt équatoriale primaire, c'est très sombre, et donc il ne pousse rien, et donc vous pouvez courir ou faire du vélo. Alors vous allez vous dire, mais il n'y a pas de biodiversité là-dedans. Erreur! Elle est dans la canopée en haut. Et c'est là qu'il y a les plus hautes biodiversités mondiales. Eh bien, c'est pareil avec nos forêts d'Europe. Si le milieu est ouvert, vous aurez une très grande biodiversité au niveau du sol. Évidemment, c'est celle que les promeneurs ont sous la main. Mais si on laisse le milieu se refermer, c'est comme disait monsieur, ces plantes-là vont disparaître sans doute, mais globalement, le milieu sera plus riche en espèces. Mais pas au niveau où un promeneur pourra en profiter facilement. Voilà. C'est donc une question d'échelle. Vous parliez de l'influence bénéfique des arbres. Est-ce qu'à contrario, il n'y a pas également des influences maléfiques telles que se reposer sous un nif ou un truc dans ce genre-là, ou des bêtes qui meurent parce qu'elles ont été attachées sous certains arbres? Ce sont des légendes ou est-ce qu'il y a un peu de vrai? Écoutez, là aussi, c'est des choses que j'entends personnellement très souvent. Ne jamais dormir sous un noyer, par exemple. J'ai essayé moi-même et ça ne m'a posé aucun problème. Mais ça ne veut pas dire que... Vous voyez, je ne veux pas considérer le problème comme résolu parce qu'il y a des arbres sous lesquels on se sent profondément mal. Les amis antillais, ils ont un arbre le long des côtes des Antilles qui s'appelle le mancenillier. Eh ben, il ne faut pas rester là-dessous. Vous y passez un quart d'heure, vous commencez à vous gratter et vous avez des plaques rouges sur la peau. Le pire, c'est un arbre de Sumatra qui s'appelle le gluta. Et là, passer dessous, simplement, ça vous donne des réactions allergiques au niveau de la peau. Alors, il y a effectivement des phénomènes comme ça. On ne peut pas dire qu'il soit conseillé de faire la sieste sous tous les arbres. Et les animaux qu'on attache dessous, bien peut-être que c'est la même chose. Attention que c'est là aussi un domaine où l'obscurantisme se donne libre cours. Donc il faudrait traiter ces choses-là de façon un peu répétée. On puisse répéter. Ça, c'est pas le cas. Coloré se met dessus, ça change la couleur de ces pauvres plantes. Et la stratégie qui a été adoptée, c'est d'abattre le platane malade et les deux voisins. Ça ne va pas être suffisant parce que les platanes, ils se soudent par leurs racines. Je crois pouvoir affirmer qu'il y a une seule racine tout le long du canal du Midi.
Et donc, de toute évidence, ça ne suffira pas d'en abattre 3, enfin, à proximité du foyer de chancre coloré. C'est une affaire très triste. Ce qui me paraît encore plus triste, c'est que nos décideurs refassent la même bêtise. On me dit, on va planter une variété résistante au chancre, qui s'appelle Platanor, je crois, mais il est résistant au chancre. Mais il ne sera pas résistant à toutes les autres maladies. Donc tant qu'on s'obstinera à faire des alignements d'une seule espèce, les arbres vont se souder par les racines, et n'importe quel pathogène va passer d'un bout à l'autre du canal. La solution, c'est de faire comme dans une forêt, c'est-à-dire surtout pas mettre les arbres de la même espèce côte à côte. Malheureusement, j'ai l'impression que la décision est prise de replanter des platanors d'un bout à l'autre du canal du Midi. C'est un arbre qui est assez social et qui supporte donc une densité assez élevée, beaucoup plus que les platanes. Les platanes ne sont pas sociaux du tout dans la nature. Donc si vous les mettez ensemble, ça se termine mal. Le châtaignier, oui. Mais peut-être faudrait-il diversifier le génome des châtaigniers et mettre des variétés différentes côte à côte. Il me semble que ça améliorerait la question sanitaire. On a toujours intérêt à avoir de la diversité. Oui, dans un jardin potager, un petit jardin, est-ce qu'il faut faire comme avec les arbres, intervenir le moins possible et couper le moins possible? Bien. Ou bien le contraire, c'est-à-dire intervenir, couper, tailler. Écoutez, c'est triste à dire, mais on ne peut pas avoir à la fois un grand arbre et des petites fleurs dessous. Il y a une question de choix. Voilà. Si vous prenez l'optique forestière, vous favorisez l'arbre, mais vous n'aurez pas les petites plantes qui fleurissent dessous. Ou alors vous favorisez plutôt une option prairie ou jardin très éclairé. Alors vous avez beaucoup de choses au sol, éventuellement des super petites fleurs. Mais alors, il ne faut pas avoir d'arbres au-dessus. Voilà, c'est un choix à faire. Merci. Je les trouve extraordinairement autonomes. Ça, je suis très sensible à ça. Un arbre ne demande rien à personne. Il lui faut de l'eau, il lui faut de la lumière, il lui faut du gaz carbonique. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y a vraiment pas besoin de s'en occuper, il va trouver tout ça tout seul. Je les trouve totalement autonomes, donc je les trouve discrets et pas bavards, et je les trouve terriblement, totalement non violents. Est-ce que tous nos élus peuvent en dire autant? J'en suis pas sûr. Je suis pas certain. Pour finir, une phrase de Coluche, que j'aime bien. Pour qu'un écologiste soit élu président de la République, il faudrait que les arbres votent. Merci beaucoup.